Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault-Castro, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie d'un comédien, chanteur, danseur de formation, mais également directeur de compagnie, metteur en scène, auteur, et c'est également le nouveau directeur artistique du Théâtre du Sablier à Orange. Rien que ça. Cet artiste très complet a 37 ans, et j'ai l'honneur donc d'être en compagnie de Olivier Schmitt. Salut Olivier. Bonjour Cédric. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Ouais. Une rentrée agitée, mais plutôt agréable pour le coup. Ah, raconte-nous tout. Et moi, ça fait une petite année où j'avais pris une petite pause professionnelle, en tout cas sur la partie, j'allais dire, artistique. Ouais. Et cet été, tout s'est un petit peu accéléré. J'avais notamment pas du tout prévu au programme des prochains mois de reprendre la direction d'une salle de spectacle. Bah ouais. Ça a toujours été... pourquoi pas un projet à long terme, mais je le voyais pas arriver aussi vite. Bien sûr. Ça a été plein de hasards mis bout à bout qui font que ce rêve s'est concrétisé cet été. Et puis la relance de la machine, parce que je suis aussi directeur d'une compagnie qui existe depuis plus de 8 ans maintenant. Et que cette compagnie repart après cette année de pause bien méritée, qui a fait du bien, on va pas se le cacher. Et du coup voilà, une rentrée plutôt sympa, mais assez dense, assez riche, mais c'est pas pour me déplaire du coup. Ouais, c'est vrai. C'était une décision parce que du coup, tu avais un trop plein de... En fait, pour être très honnête, parce que je suis quelqu'un de très honnête et de très frontal dans la vie, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ouais. En fait, 7 ans de compagnie, moi j'ai créé une compagnie il y a 7 ans avec mon conjoint. Ça a été 7 ans, on va pas se mentir, très riche. On est parti de rien, mais comme quand beaucoup de compagnies se créent. Et en 1 an et demi, la machine s'est pas mal emballée, avec beaucoup de créa, beaucoup de ventes de spectacles, beaucoup de dates à Paris, en province. Et mine de rien, quand on cumule tout ça, le vecteur temps s'en retrouve bien rempli. Et parfois, dans ce vecteur temps qu'on dédie beaucoup aux autres, du coup, parce qu'on travaille avec des comédiens, avec des gens de la technique, avec des salles qui nous accueillent, avec des diffuseurs, avec tout un tas de personnes, on est quand même dans une machine qui parfois nous échappe, tout en étant gestionnaire de sa société, entre guillemets. Et à un moment, quand le temps s'échappe trop, on s'oublie. Et puis, il arrive à un moment où, au bout de 7 ans, c'est bien de poser les choses et de se dire que on a fait des choses bien, on a fait des erreurs de gestion, sûrement, comme tout chef d'entreprise. On a peut-être voulu trop en faire sur un temps trop réduit, et que c'est important aussi de prendre du recul, je pense. Et c'est pas simplement prendre une pause pour dire je vais partir en vacances, ça va être sympa, c'est super, je vais me reposer. Mais c'est peut-être aussi juste se dire j'accepte de prendre du recul, de réfléchir à tout ce qui s'est passé, de bien et de moins bien, d'arrêter la photo, de regarder la photo et de se dire si je repars, et quand je repartirai, parce qu'il n'était pas question de tout arrêter du jour au lendemain et de ne plus jamais recommencer, juste de dire j'ai appris plein de choses et je vais repartir en ayant eu le temps de digérer ces informations et de me dire je repars avec peut-être un sac à dos un peu plus lourd et du coup en repartant mieux armé aussi sur tout un tas de sujets. Donc rentrée plutôt sympa. Ouais, c'est trop bien. Si on doit revenir à ta longue carrière, parce qu'il y a tellement de casquettes que la liste est longue, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup quelle est ta formation d'origine? Ok. En très résumé, moi, tout petit, je voulais être danseur classique, très précisément. Je suis tombé amoureux de la danse classique quand j'avais 3-4 ans. Donc j'étais parti pour faire ça. Donc j'ai fait mes classes très sérieusement, etc. Et je me suis vite rendu compte en grandissant, en découvrant le théâtre et d'autres arts vivants, que la danse classique allait peut-être avoir pour un même jeune, un tempérament comme le mien, quelque chose de trop restrictif.
Donc j'ai en gros commencé la danse à 4-5 ans. J'ai dû commencer le théâtre à 7-8 ans parce qu'il faut quand même savoir lire et manger un texte même quand on est jeune. Et du coup, j'ai continué en suivant plein de cursus différents en chant, en danse, en théâtre. Et avec l'idée, en grandissant et en découvrant ce que j'aimais dans ces arts-là, en trouvant aussi un peu des mentors, des références, des choses qui m'interpellaient particulièrement, j'ai tout de suite su que j'avais envie sur les arts en général et donc sur le théâtre plus particulièrement, parce que c'est ça qui a prédominé par la suite, me dire que j'avais envie d'être capable de pouvoir toucher à tout. Et ça s'est même allé à une période jusqu'à aller suivre une formation de 2 ans et demi en maquillage, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait aussi dans la conception d'un spectacle. J'ai même fait un petit diplôme de perruquier il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'avais envie d'être le créateur d'un projet, d'être capable de pouvoir m'intéresser à tous les pans d'un projet, qui soit artistique et on va peut-être dire plus production administrative, donc d'essayer de gagner un max de compétences sur, j'allais dire, tout ce qui fait le pourtour d'un projet artistique. Et ça s'est fait comme ça assez naturellement. Et l'idée aussi de se dire que dans le théâtre, c'est intéressant de comprendre tous les corps de métier. Parce qu'on travaille avec plein de gens différents, on travaille aussi bien avec des gens qui sont des artistes purs, bien évidemment, mais on travaille avec des gens qui sont très techniques, on travaille avec des gens qui sont très admin, on travaille avec des gens qui sont très financiers, et donc je trouve que c'est toujours intéressant quand on se met à la hauteur de l'interlocuteur qu'on va avoir en face de soi, d'avoir au moins des vecteurs de langage communs, et ça permet c'est comme la vie d'un chef d'entreprise, ça permet de savoir bien négocier, de mieux comprendre son interlocuteur, et ça permet aussi d'arriver avec des armes aussi, et de pas se faire avoir, et d'essayer de défendre du mieux qu'on peut son projet et ses intérêts. Tellement. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est tout à ton honneur, parce que c'est pas évident non plus d'essayer de connaître tous ces corps de métier, parce que c'est vrai les gens ne le savent pas, les spectateurs, ils se doutent peut-être, mais ils savent pas qu'il y a tellement de métiers derrière un costume, derrière un décor, derrière un simple maquillage qui parfois est un truc énorme. En fait, c'est ce que je dis toujours aux gens un peu néophytes, c'est qu'évidemment, il y a le public qui va au théâtre averti, mais il y a le public qui va au théâtre aussi juste par simple but de divertissement. Et dans le divertissement, j'entends pas juste aller au théâtre pour rire, j'entends aller voir quelque chose de drôle, quelque chose de beau, quelque chose d'émouvant. Enfin, en tout cas, y aller pour recevoir une émotion, bien sûr, quelle qu'elle soit, et se détacher d'un quotidien. Mais les gens sont toujours assez fascinés, mais je leur dis, en fait, c'est comme une entreprise normale, une pièce de théâtre. Vous prenez une boîte, il y a le chef d'entreprise, il y a le marketing, la finance, donc il va y avoir une branche très créative, une branche très admin, une branche très logistique, une branche peut-être plus développement. Je dis en fait, une pièce de théâtre, c'est la même chose. C'est la résultante de la vie d'une entreprise autour, avec plein de corps de métier. Donc on n'est pas du tout plus éloigné que ça que de la vie de n'importe quel salarié du quotidien. J'essaye toujours d'expliquer que on vit la même chose en fait. Alors effectivement, on n'a pas les mêmes régimes et on n'a pas on n'a pas la même fiche de paye à la fin du mois, on n'est pas protégé de la même manière, on gagne pas notre vie de la même façon. Mais en revanche, je trouve que si on fait le parallèle de manière totalement factuelle, en fait, on est dans un système qui est presque le même, en tout cas, dans moi je trouve dans son système pyramidal. C'est que pour arriver au produit fini qu'on vient consommer, au-dessus, il y a toute une pyramide de gens qui va jusqu'au directeur général, président, donc dans une pièce de théâtre, le metteur en scène, créateur, et que dans cette pyramide, si on remonte les strates, il y a eu certes une équipe purement artistique, mais il y a eu des gens qui ont fait de la pub, de la com, il y a eu des gens qui ont monté le projet financièrement, il y a des gens qui l'ont géré administrativement, il y a des gens qui sont venus en tant que consultants pour tout un tas de sujets. Donc en fait, il y a des gens qui essayent de rendre ce truc un petit peu à part, mais en fait, on vit la même chose. C'est juste qu'on n'est pas fait du même bois dans la manière d'avoir notre régime ou notre salaire à la fin du mois. En revanche, si on regarde la structure, on n'est pas si différent que ça. Et j'aime bien désacraliser cette image parce que je veux pas que les gens aient des fausses idées sur ce métier. Effectivement, le néophyte va avoir un regard d'enfant qu'on apprécie, nous, en tant qu'artiste, parce que c'est le plus beau des regards qu'on peut avoir. Il a juste venu son seul acte a été de payer sa place et de venir voir
un objet fini et d'en ressortir avec une émotion quelle qu'elle soit, c'est gagné pour moi. En revanche, j'aime bien désacraliser cette idée de dire que c'est pas juste une petite parenthèse éveillée et de lui dire qu'on vit des choses similaires finalement, pas dans le même cadre, mais qu'on n'est pas si loin des uns des autres. Ouais, je comprends. Si on doit revenir aux origines de tout ça, quel a été peut-être le déclic quand tu étais très jeune, parce que du coup, tu as décidé d'être danseur quand tu étais très jeune, mais du coup, quel est ton premier souvenir théâtral? Ah, j'en ai un qui est très précis. C'est bizarre parce que c'est quelque chose dont on parle souvent. Tout le monde garde des images quand on est tout petit. On a des petites bribes d'images qui restent, mais souvent les gens n'ont pas un souvenir complet de très jeune. Ça reste une sensation, une image, voilà. Moi, j'ai un souvenir très précis d'un lieu et d'un spectacle en particulier. Je suis allé quand j'étais pas très vieux, je devais avoir 6 ans, donc j'étais hors sujet en plus total à l'époque. Mes parents m'ont emmené au théâtre de Chaillot. Et à l'époque, le théâtre de Chaillot était dirigé par Jérôme Savary. Voir un spectacle du Grand Magic Circus, donc quand on connaît un peu Jérôme Savary, on sait à quel point c'est des spectacles qui visuellement sont très riches, très denses, avec, et ça on le comprend plus tard, un propos très politique et très engagé, malgré le pur divertissement apparent. Ouais. Donc effectivement, le petit garçon n'a vu que j'allais dire, les plumes, le décor, les lumières, mais je me souviens du spectacle, je me souviens du lieu, et je me souviens surtout de voir du monde sur scène. Il y avait ça chantait, ça dansait. J'ai aimé ce truc où tout le monde faisait plein de choses. Ouais. C'est pas que du théâtre, c'était du spectacle avec des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des circassiens. Et je me suis dit, mais je pense que l'enfant de cet âge-là s'est dit waouh, c'est ce que je veux faire. Parce que tout à coup, dans un seul lieu, au même moment, en très peu de temps, était tellement invité plein de choses différentes. Et il y a cette image de waouh. Ouais. Et j'ai un souvenir très précis. Et c'est pas pour rien qu'en grandissant, et que Jérôme Savary a fait partie de gens qui m'ont guidé toute ma vie. Donc j'ai dû voir tous les spectacles jusqu'à sa mort. Parce que c'était quelqu'un, alors en grandissant, en plus on a ce don de comprendre qu'il y met des messages politiques précis, qu'il défend des valeurs très fortes sur les artistes. Et ça, du coup, ça devient de plus en plus riche, du coup. Plus on prend de l'âge, plus quand on comprend que l'objet va au-delà du simple divertissement, ça prend encore plus de valeur. Bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné par sa capacité à faire ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un mot qu'on utilise un peu dans tous les sens, du théâtre populaire. Sauf qu'aujourd'hui, théâtre populaire, dans la bouche de plein de gens, veut dire théâtre accessible, donc bas de gamme et de bas étage, parce que populaire égale ramener du public. Pour moi, c'est pas ça, le théâtre populaire. Mais voilà, d'avoir cette idée de théâtre populaire qui va parler à tout le monde, qu'on ait des connaissances, qu'on n'en ait pas, qu'on s'intéresse à la forme ou pas, mais qui soit un lieu capable de réunir des gens et de convoquer plein de choses. Et c'est un peu ce qui m'a porté tout le temps, en me disant aujourd'hui, je pense qu'il est important que le théâtre reste un moment de communion et un moment qui va réussir à convoquer des gens en les réunissant. Et mon travail a toujours été guidé par ça, de me dire, l'idée c'est que j'ai envie, quand je monte un spectacle ou que je participe à un projet en tant que même que simple comédien, de me dire je suis fier de ce que je défends, je vais permettre à des gens de rire, de pleurer, de réfléchir, de peut-être être interrogé par quelque chose, mais en tout cas jamais avec je veux pas avoir la moindre idée qu'il faut que ça soit snob, qu'il faut que ce soit bien pensant, qu'il faut que ce soit dans la mouvance, que ce soit dans une mode un peu dictée. J'ai envie de me dire, non, et je pense que le seul truc qui est pour moi rédhibitoire, c'est de dire on doit faire de la qualité. Ça doit être qualitatif. On peut dire que derrière qu'on aime et qu'on n'aime pas, mais on ne pourra pas reprocher que ça n'a pas été qualitatif. Et c'est ça que j'essaye de faire en tout cas, et c'est ce qui me guide un peu dans mon process depuis quelques années. C'est beau. Et justement, est-ce qu'il y a eu cette culture du théâtre quand tu étais petit avec ta famille, par exemple? Alors, dans ma famille, personne n'a de métier artistique au sens premier du terme. Il n'y a pas de gens qui ont fait de carrière dans le milieu artistique. En revanche, j'ai toujours eu des parents et surtout une grand-mère qui avait une grande appétence pour les milieux artistiques et
in fine littéraire parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a jamais eu de problématique par rapport à ça et au contraire, c'était plus un plaisir pour eux de se dire qu'ils allaient avoir un fils ou un petit-fils qui était intéressé par ça parce que pour eux c'était un plaisir d'aller au théâtre. Donc ça n'a fait que le décupler, je pense. Bien sûr. Mais il y a eu un accompagnement du coup et un soutien. Donc j'ai pas d'histoire sordide du coup sur on veut pas d'un fils qui fasse du théâtre ou un métier artistique. J'ai pas cette problématique là. T'as senti un soutien dès le départ. Et au contraire je pense que j'ai eu une famille qui a aussi compris que le fait de s'intéresser à ces arts-là était complémentaire du parcours scolaire parce que mine de rien, le théâtre convoque des auteurs très connus et très littéraires ou pas, et que du coup, il y a aussi une branche qui va dans le parcours scolaire, et du coup, c'était sûrement un plus aussi, et on va pas se mentir, quand très petit, on commence à aller voir des pièces d'auteurs très classiques, c'est très bête, mais on enregistre des mots, on enregistre un vocabulaire, puis on devient un peu moins mauvais à l'oral, certainement bien moins mauvais en orthographe aussi, le fait de beaucoup lire, et je pense que tout converge, donc moi, c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer. N'empêchez pas vos enfants de faire du théâtre parce que il y a tous les liens que ça va pouvoir faire par la suite sont pour moi très importants. Donc non, j'ai pas eu de problématique et j'ai plus eu donc sans avoir des parents dans le milieu, des parents en tout cas qui aiment le théâtre et les arts en général. Trop bien. Et justement, j'aimerais que tu me racontes, puisque tu as ce souvenir d'enfance, mais j'aimerais que tu nous racontes un petit peu plus loin, du coup, quelle était comment t'as vécu ta première fois sur scène? Ma première fois sur scène, alors, je vais pas compter celle en danse parce que c'est particulier, mais au théâtre, je me souviens, alors c'était mon premier vrai cours de théâtre. J'ai eu mon premier professeur de théâtre qui m'a suivi longtemps, jusqu'à mes 14-15 ans avant d'aller dans des écoles après des écoles très sérieuses, mais qui était un professeur extrêmement sérieux à la salle Pleyel. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de théâtre qui nous a quittés l'année dernière, qui était sûrement un peu inconsciente, mais donc il y avait des groupes d'âge à peu près. Donc moi j'étais dans le groupe des plus jeunes, donc il devait y avoir les 7-10 ans, j'imagine les 12-14 ans, et après les vraiment ados. Et on avait cette prof de théâtre qui avait l'inconscience et l'intelligence, même face à un enfant de 7 ans, de pas nous prendre pour des abrutis finis. Et de se dire qu'un enfant de 7 ans est intelligent, qu'il a aussi un moment de sa vie où il apprend plein de choses. Et donc, en rentrant dans ce cours de théâtre, qui a été mon premier vrai cours de théâtre, la première année, on fait un spectacle à la fin de l'année. Et ce qui était génial, je pense, pour un gosse qui aime le théâtre, en plus, c'est que on jouait dans un vrai théâtre. Et surtout, on jouait des auteurs déjà à 7 ans. Je me souviens que mon premier texte de théâtre, et c'est pas rien quand on a 7 ans et qu'on doit apprendre par cœur un texte, on avait joué en entier une pièce de Georges Courteline. Donc, on est quand même dans un vocabulaire belle époque. Qui à apprendre par cœur pour un enfant de 7 ans, j'en ai pas de souvenir. Bon, je suis pas traumatisé visiblement, donc tout va bien. Mais on se dit, waouh, on se dit, un professeur de théâtre qui fait apprendre à des gamins de 7-10 ans des textes de Courteline, faut être complètement inconscient. J'avoue. Et en fait, non, parce qu'elle avait justement cette intelligence de se dire qu'elle était là aussi pour nous transmettre et puis nous faire monter aussi en compétences autres que le théâtre. Encore une fois, orthographe, littérature, compréhension du texte. Elle nous expliquait tout, ce qui était génial aussi, et se retrouver, et je me souviens très bien, la première fois, c'était au Théâtre Montmartre-Galabru, ce qui est drôle, parce que j'y ai joué 15 ans plus tard en tant que pro, donc c'est hyper drôle. C'est drôle. Mais, et je me souviens très bien, et il y a je me souviens très bien, quand j'étais petit, j'avais un côté j'étais très fier d'être sur scène. J'avais un côté sûrement très, un peu coq sur scène et tout, mais j'avais pas cette idée de stress, il y avait plus de l'excitation. Pas de trac. Pas de peur viscérale d'aller sur scène, parce que j'aimais tellement ça qu'il y avait plus un empressement d'y aller. Mais j'ai plus le souvenir d'une espèce d'exaltation à la hauteur d'un enfant de cet âge-là, bien évidemment, mais j'ai pas un souvenir de quelque chose de négatif au moment où il faut y aller, en tout cas. Je comprends. C'est beau. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton type le type de théâtre que t'aimes? C'est hyper compliqué comme question parce que j'aime tellement de trucs. Et c'est là aussi. Peut-être en tant je vais peut-être poser la question différemment. Qu'est-ce que tu aimes regarder en tant que spectateur et qu'est-ce que tu aimes jouer en tant que acteur ou metteur en scène? En tant que spectateur, je m'intéresse à plein de choses parce que je me dis que il est toujours important d'aller se nourrir de plein d'univers. Évidemment, avec le temps, après,
on tend vers des registres particuliers. Et c'est quoi ces registres? Alors, je suis quelqu'un qui adore le spectacle musical dans toutes ses formes, parce qu'encore une fois, j'ai une attention et un goût particulier pour justement ce mélange des arts. Évidemment. Ça chante, ça danse, ça joue, ça fait plein de choses. Mais c'est pas pour autant que je suis client de la grosse comédie musicale française, par exemple, Ok, qui me parle pas du tout. ok, Je suis plus très gourmand de comédie musicale anglo-saxonne. d'accord. Je vais adorer aller voir de l'opéra et du ballet. Ah oui, J'adore ça. Après, en théâtre, je suis fermé à rien. On va dire que je vais vraiment voir de tout. Je peux toujours continuer aujourd'hui à aller voir autant du classique que de la créa. En revanche, je suis pas du tout quelqu'un qui est friand de théâtre ultra contemporain. Ça, c'est pas du tout ma came. Je respecte totalement, mais c'est pas du tout un art qui me parle. Donc, je suis pas non plus Pareil. le bon client du théâtre revendicateur. Je trouve que c'est important qu'il y en ait. En revanche, c'est pas du tout c'est pas quelque chose que je reçois en tant qu'émotion, en tant que, c'est pas quelque chose qui me parle. Mhm. Après, pareil, je suis hyper curieux. Donc, je peux aller voir plein de choses. Mais je suis pas fermé. D'accord. Et je vais autant prendre du plaisir très ouvertement à aller voir une comédie revendiquée en tant que telle, qu'on va peut-être qualifier de poète-poète, mais tant qu'elle est bien faite, que ça joue bien et que je passe un bon moment, bah, je suis content. Et je vais pouvoir aller voir un truc hyper pointu de 4 heures. Et je vais y prendre autant de plaisir. J'essaye vraiment de varier les plaisirs. Et après, bah, on affine, on découvre des nouvelles choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais j'ai pas un circuit fermé dans mon choix de ce que je vais voir. Et en tant que, du coup, professionnel, c'est-à-dire en tant que comédien, je le suis de moins en moins par choix. Ouais. En revanche, quand je suis comédien, moi, j'ai toujours... Alors, c'est terrible parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 2 emplois. On a tous eu des emplois. Mon emploi, c'était ou le jeune premier, et c'est pas les rôles les plus intéressants à jouer, même si on est très bien dirigé. Je trouve que c'est des rôles où on a souvent une palette assez réduite, mais ça c'est dû au texte très souvent, et c'est pas les rôles où on s'amuse le plus. Ou alors des rôles qui me ressemblaient beaucoup sur plein d'aspects, et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est le moment où quand on a un cursus et qu'on a envie d'aller explorer d'autres choses. Et heureusement, j'ai rencontré Dieu soit loué, j'ai rencontré des profs de théâtre dans mon cursus qui avaient justement ce bon goût de dire, bah, vous êtes là pour faire des choses que vous ne ferez peut-être jamais. Donc, on est là pour essayer, on est là pour voyager. Et effectivement, sur le papier, à 20 ans, j'allais pas jouer le rôle du méchant, etc. C'était pas mon emploi physique et l'emploi qu'on allait me donner en casting. En revanche, j'avais des profs qui avaient cette intelligence de dire en cursus, bah, on va travailler ces vecteurs-là parce que ça va nourrir d'autres choses derrière. Après, heureusement, en tant que comédien, bah, on peut faire plein de trucs et ça, c'est chouette. Et moi, je trouve j'ai une appétence particulière où pour les rôles qui sont à 500 bornes de moi, pour aller chercher plein de choses et pour construire. J'adore aller faire mon miel de plein de trucs et construire un personnage. Et ça, c'est un truc, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent ça, mais parce que c'est vraiment jouissif à faire. J'adore jouer les méchants. Ah. C'est les meilleurs rôles à jouer. C'est un rôle qui est souvent... quand je pose cette question à mes invités, c'est souvent cette réponse-là qu'ils disent, parce qu'évidemment, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on est. Et puis, c'est surtout, moi, il y a un truc qui m'intéresse dans les rôles de méchants. Alors, pas tous les méchants, pour peu que le rôle soit hyper intéressant. Je trouve que le but, quand on joue un méchant, c'est pour moi, le job, c'est de le rendre sympathique auprès du public à un moment donné, sur toute la pièce, si l'intrigue s'y prête. C'est pas juste de jouer et de s'amuser. Évidemment, il y a un côté jouissif à s'amuser, à construire quelque chose d'un peu fou selon les rôles qu'on va avoir. Et moi, je trouve que le challenge, il est de réussir, quand on a une partition comme ça, à ne pas se foutre le public à dos, mais à le rallier à la cause du personnage. Et ça, je trouve ça hyper passionnant. Et j'avais un copain qui m'en parlait il y a pas longtemps, qui a joué un rôle horrible, puisqu'il a joué Adolf Hitler. C'est pas le rôle que... Voilà. Et je lui dis, mais chapeau, parce que je me doute à quel point ça doit être horrible à jouer. Ne serait-ce que par le poids de ce que ça représente. Et il me dit, mais ce qui est hyper intéressant, et le texte qu'il jouait s'y prêtait, c'est que de comprendre, moi, ce que j'ai aimé faire dans ce texte-là, c'est de, justement, en l'étudiant, de comprendre à quel point cet homme a pu devenir le fou qu'on connaît. Et c'était pas du coup de le rendre sympathique, mais
d'expliquer au public pourquoi dans ce que j'allais jouer. Et donc c'est pour ça que c'est des rôles qui sont intéressants. Après, il y a des rôles de gentils qui sont super à jouer, hein. Mais en tout cas, ouais, en tant que comédien, moi j'aime bien les rôles qui sont à 200 bornes de moi, parce qu'il y a un vrai travail à engager derrière. J'aime pas quand c'est facile. Demain, on me propose un rôle qui est à ma hauteur. Je vais le faire sérieusement, mais est-ce que je vais m'éclater 200 représentations? Je sais pas, peut-être que je vais m'éclater 30. Et à la 31e, 32e, je vais me dire, j'ai peut-être fait le tour. Est-ce que je me vois dans la longueur continuer à faire ça? Parce que ça aussi, c'est un truc que j'essaie de désacraliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent avec des yeux très émerveillés, je le comprends, mais ça reste un job, malgré tout. Et bah, tout comme des gens qui vont au bureau tous les matins. Et bah, malgré le fait qu'on ait une passion, parce qu'on reste un métier passion, mais il y a plein d'autres gens qui font des métiers passion, ça reste un job. Et il y a des soirs, bah, on n'a pas envie d'y aller. Ben oui, bien sûr. Parce que on reste des êtres humains et qu'on n'est pas en forme, on a des problèmes, des traumas, tout ce qu'on veut. Et puis il y a puis la flemme aussi, des fois, faut pas se mentir. Et c'est pas grave de le dire. Non. Au contraire, c'est important à banaliser. Donc ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, même si je joue de moins en moins, pour que je retourne sur scène dans le temps, il faut que j'y trouve quelque chose qui me nourrit. Je comprends. Pas juste le fait de se dire c'est un kiff d'être sur scène. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une personne qui a tout changé dans ta carrière? Une rencontre qui a fait que ça t'a bouleversé et que à partir de là, je sais pas, tu t'es dit mais je kiffe tellement mon métier, ou quelqu'un qui t'a propulsé peut-être, je sais pas. Il y en a eu plein. Ouais. Enfin plein. Si tu devais par exemple remercier, je sais pas, un top 3 de personnes. Top 3, le professeur de théâtre dont j'ai parlé, qui s'appelait Teresa Massé, parce que je pense que encore une fois, j'ai rarement eu, en beaucoup d'années de formation, quelqu'un qui avait une si grande humilité, intelligence et amour du théâtre. Parce qu'on rencontre des professeurs de tous bords et de toutes formes, et des gens qui font pas que du bien aux élèves qu'ils ont. On va rentrer dans un autre débat très long. Elle sera toujours hyper importante pour moi, et elle est toujours pas très loin. Il y a eu quelqu'un d'important qui nous a quittés l'année dernière aussi, qui s'appelle Olivier Dupéret, qui est suisse, qui m'a donné la chance il y a 2 ans de réaliser un rêve de gosse. C'était d'écrire et de, in fine, travailler vraiment sur le plateau avec les comédiens pour d'autres raisons, ce qui n'était pas prévu au départ. Mais de écrire un spectacle, jouer sur une scène de plus de 2000 mètres carrés, en plein air, tous les soirs, avec un décor incroyable, des costumes incroyables. Enfin, le gosse qui tout à coup a un truc énorme devant les yeux. Et ça, c'est un truc fou qui arrivera sûrement une fois dans ma vie. Mais c'était tellement dingue à vivre. Ça a été compliqué, mais ça a été dingue à vivre. Et il y a tellement de gens. En vrai, je pense que, et en un, on va pas citer une personne, on va citer tout le lot de personnes, parce que il y a des gens qui interviennent dans une vie 5 minutes, mais qui en 5 minutes peuvent faire quelque chose de tellement incroyable. Il y en a qui interviennent sporadiquement pendant plusieurs années. Tous les gens que je peux pas nommer parce que j'ai envie d'oublier personne et j'en oublie sûrement, qui à un moment donné apportent quelque chose. Mais voilà, c'est trop compliqué comme question, parce que autant on se souvient des gens avec qui ça s'est pas bien passé. Oui, bah oui, ça c'est. Parce que c'est plus traumatisant du coup. Ouais, c'est sûr. Mais on a tendance à oublier aussi les moments joyeux quand il y a eu des moments négatifs. Mais oui, toutes les personnes qui à un moment donné ont eu une parole, une action de confiance, de protection, d'ouverture d'un endroit. Et ça, c'est hyper important aussi. Ouais. Bien sûr. Tellement. T'en parlais tout à l'heure, c'est que tu disais qu'enfant, t'avais pas de stress, etc. Mais du coup, maintenant tu es un adulte, hein, on le rappelle, 37 ans. Du coup, comment tu gères le stress maintenant? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une technique? En fait, n'étant plus, on va dire, sur scène, évidemment, on a toujours un peu de trac avant de monter sur scène, on va pas mentir. C'est pas le truc qui m'a le plus paralysé. Même dans les coulisses, on peut avoir en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur. Je crois que, alors, pour le coup, je trouve que le trac de porteur, créateur de projet est pire
en tout cas à titre personnel, que le track de comédien. Je conviens. Il est horrible. Parce que tout à coup, on a tellement de trucs à gérer qu'il est décuplé fois le nombre de trucs qu'on a à gérer. Je sais pas si on peut vraiment... En fait, je crois que c'est un truc qu'on peut pas contrecarrer. J'ai essayé... J'ai pas essayé plein de trucs, j'ai pas essayé de formule magique, mais je pense qu'on est tellement... Si on est tellement porté par ce qu'on fait, tellement en plus dans une envie de faire bien les choses, que forcément on pensera toujours aux petits détails, et je crois qu'il n'y a pas de recette en fait. Et mais c'est Louis Jouvet qui disait un truc comme ça, si on n'a pas le track, c'est qu'on va être très très mauvais. Enfin, je sais plus quelle est la phrase exacte, mais bah du coup, je suis content d'avoir bien le track tout le temps, parce que je me dis que j'aurai toujours une espèce de petite alerte. Et je pense qu'à partir du moment où on n'a plus l'alerte, même en tant qu'interprète, c'est peut-être qu'on rentre dans une routine. Et que ça peut peut-être devenir dangereux aussi. Donc moi, je me dis, tant qu'il y a la petite alerte et la petite alarme, et donc le stress qui en découle, bon, c'est que tout va plutôt bien finalement. Carrément. Pour compléter ce côté stress, des fois ça aide beaucoup de monde. Les compagnies souvent ont des rituels avant de monter sur scène. Est-ce que c'est le cas avec ta compagnie? Ouais, on a toujours eu des cris de guerre plus ou moins débiles, on va pas se mentir, mais parce que ça a un lien toujours... cette espèce de cri de guerre du début, avant que le public rentre dans la salle, il est souvent lié, en tout cas pour ma part, à une connerie qui a eu lieu, on répète, et qu'on garde en mémoire et qui devient un mot, une phrase, une bêtise. Mais ouais, et puis alors autant je suis pas petit rituel à titre perso, autant j'aime bien le rituel de groupe. Le moment qui va durer 1, 2, 3, 5, 10 minutes de communion. Je trouve que ce moment, il est hyper important. Même si on l'a 2-3 heures avant, entre les prépas et tout, j'aime bien ce moment où il y a où plusieurs personnes ne font plus qu'un. Mais oui, j'aime bien ce rituel-là. En revanche, le rituel à titre perso, j'en ai pas. Ça a jamais, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas d'espèce de truc que je fais 40 fois, pas ce truc-là. Jamais eu ce truc-là. Ok, d'accord, très bien. J'aimerais, justement, tu as commencé à en parler. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais nous partager, un truc qui te fera toujours autant rire dès que tu y repenses? Alors, elle me fait rire depuis qu'elle est arrivée. En même temps, sur le moment, elle m'a pas fait rire. Mais je pense, c'est un truc en même temps, sur le moment, je souhaite à personne de le vivre. Et en même temps, plus j'ai du recul sur cette anecdote, plus je me dis, vivez-le, parce que vraiment, j'ai appris tellement de trucs en peu de temps. C'était en 2019, si je dis pas de bêtises. On part pour, encore une fois, au Festival d'Avignon avec ma compagnie. On joue Monsieur Chasse de Feydeau, qui est un de nos plus gros succès, qu'on a tourné pendant des années. Il se trouve que moi, je suis metteur en scène du projet, porteur du projet, et j'ai un tout petit rôle dans le spectacle qui m'amusait de faire, qui est un rôle qui intervient une fois à l'acte 1, une fois à l'acte 2, à l'acte 3, qui est vraiment, mais qui en même temps est un rôle important parce que c'est à cause de lui que tout part en sucette dans cette pièce-là de Feydeau. Mais je le fais vraiment parce que ça m'amuse d'intervenir. En gros, je crois qu'on doit voir un quart d'heure dans le spectacle, c'est suffisant, mais ça m'amuse. Ça m'a pas trop demandé en tant que comédien, et surtout, je pouvais garder un œil très externe sur le projet. Donc, on part à Avignon, et on a la chance de faire un Avignon que je souhaite à beaucoup de compagnies, où je crois qu'au bout de 3 jours, on est complet jusqu'à la fin du festival. Enfin, on vit un super moment, quoi. On n'est pas trop fatigué. Le spectacle prend tout de suite et pas de sujet. Et le comédien qui joue le rôle principal, je vais résumer très brièvement, a des soucis de santé. Et on arrive donc à mi-festival, et la date, on s'en souvient tous, puisque c'est le 14 juillet. Forcément, on la garde en mémoire. Le 14 juillet arrive, on est toujours aussi plein, le théâtre rajoute des chaises, enfin, c'est un super Avignon. Et on arrive donc à cette représentation du 14 juillet 21h, et le comédien, sans nous le dire à nous, dit à sa partenaire avec qui il rentre sur scène, mais ça on le saura qu'après, parce que c'est eux qui commencent la pièce, dit: je suis en train de faire un malaise, ne dis rien à personne. Il commence la pièce, et il est le rôle principal de la pièce. Donc on le sait chez Feydeau, le rôle principal masculin, c'est la pierre angulaire de la pièce. C'est par lui que la pièce existe, l'intrigue existe, parce que c'est souvent ou l'amant ou le mari trompé, et c'est lui qui va faire tenir toute la pièce. Et dans le cas de Monsieur Chasse, c'est lui qui fait tenir toute la pièce. Il est pas là, on est foutu. Bref, il fait l'acte 1, ça va. L'acte 2, c'est l'acte le plus physique. Parce que c'est un acte qui est terrible pour ce rôle-là. Et l'acte 3, c'est l'acte de la résolution, où son rôle est primordial. Acte 1, ça va. Acte 2, on sent que, voilà. Il sort de l'acte 2, il ne peut pas jouer l'acte 3.
Je le retrouve dans les coulisses, en train de mourir dans un coin, pour parler brièvement. Ouais. Donc, on se regarde avec tous les comédiens et on se dit, on finit la pièce. Sans lui. Sans lui. Et on a eu Ok. une telle connexion entre nous qu'en fait, sans pouvoir se redonner ses répliques, Ouais. on a fini la pièce. Et ce qui a été génial, c'est que je pense dans la salle, et on en a reparlé souvent entre nous, je pense que 80% du public n'y a vu que du feu. Et les 20% qui connaissaient la pièce se sont dit waouh. Ah oui. Avec leur recul, parce qu'on a oui, du coup, rien lâché. Oui, bien sûr. Bon, à tel point tu qu'on pourrais avait dire oui, c'est une idée du metteur en scène. Non, pas du tout. Et vraiment, bref. Et on finit la pièce, et ce qui était terrible, c'est que le théâtre d'Avignon, donc, qui était en raie de rue, en fait, le pendrillon a basculé au moment du final, qui était une espèce de chorégraphie chantée. En fait, le pendrillon du fond de scène a passé, on a vu le sirène des pompiers passer sur le final. Enfin, bref, un enfer. Et on a eu ce soir-là une standing, parce que les gens ont fini par comprendre, on leur a dit à la fin, on leur a pas caché. Ah oui, bien sûr. Bref, sauf que 14 juillet, le comédien ne peut pas continuer à Avignon. Mon Dieu. Et on est complet jusqu'à la fin du festival. Wow. Et bah là, il y a qu'une seule solution. C'est que je reprenne le rôle principal, évidemment, que je ne connais pas par cœur, parce que tout le monde dit, oh, mais c'est bon, t'as monté la pièce. Oui, mais alors les gars, c'est pas pour ça que je connais le texte. Ben, on est d'accord. J'ai des morceaux. Ben, c'est ça. En revanche, je vous dire que je connais tout le texte. Tu devais jouer dès le lendemain? Dès le lendemain, ce qui était hors de question qu'on annule. Et par chance, comédien qui habitait au-dessus du théâtre, par relation, a repris mon petit rôle à moi qui était facile à reprendre dans la... Et vraiment, j'ai cette journée du 15 où tout s'arrête, où on s'enferme dans un studio en face qu'on nous prête. On fait du texte. La mise en scène, a priori, je la connais, mais mine de rien, avec le texte, j'oublie tout. Évidemment. Et j'ai vraiment eu ce truc du 15 juillet, salle blindée, où je commence la pièce en plus, et j'ai eu ce truc vraiment de sensation pendant 1h30. De souffle coupé. Où je me suis dit, je ne peux rien relâcher. Et alors, il y a eu une espèce de miracle. Il n'y a pas eu un trou de texte. Pas eu une emmerde. Il y a eu peut-être des erreurs, mais on s'est tellement tous écoutés que tout est passé tout seul. Mais il y a eu vraiment cette sensation de jouer, ne pas reprendre mon souffle pendant 1h30, tellement il y avait de l'enjeu. Et avec le recul, on en rit. Parce que c'est devenu un souvenir heureux, parce que ça a découlé sur plein de belles choses derrière. Bien sûr. Mais sur le moment, mais quel enfer! Mon Dieu. Quel enfer! Enfin, Ouais. Oh là là. Et avant de poser des questions, bien sûr, actu, parce que c'est aussi important de parler de l'actu, évidemment, on va passer aussi par la case du Théâtre des Sabliers. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que le théâtre t'apporte dans ta vie? Je crois que ça restera le seul endroit où il n'y a aucune limite. Je crois que c'est un des rares endroits où je me dis je n'ai aucune limite et où j'ai le droit de ne rien me refuser. Et quel que soit le poste que j'occupe, j'ai cette chance de me dire c'est un endroit d'expression où j'ai l'impression, même aujourd'hui en tant que spectateur, quand je vais voir des spectacles ou des objets théâtraux pour faire un peu à la mode, j'ai l'impression que c'est un endroit encore où on peut se permettre beaucoup de choses. Et le fait que le théâtre permette, contrairement au cinéma, de ne pas être tout le temps réaliste et de convoquer plein de choses, de la poésie, de l'invention, etc., on a une possibilité illimitée de réalisation. Et je crois que c'est un des seuls endroits où on a encore la possibilité de le faire. Et c'est ça que j'aime dans le théâtre, c'est que je me dis, à chaque fois qu'on monte un projet, il n'y a pas de limite. La limite, c'est nous. Et l'argent. Oui, évidemment. En vrai. Mais en soi, j'ai vraiment ce sentiment on peut se permettre de tout faire. Et c'est ça. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous raconter comment, du jour au lendemain, tu te retrouves du coup en tant que nouveau directeur artistique du Théâtre du Sablier à Orange? Waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Mais beaucoup de choses. Et pourquoi ce théâtre en particulier? Alors, voilà. on va tout savoir. On va refaire dans l'ordre. Donc en gros, j'ai mon parcours de comédien metteur en scène, ce qui permet de rencontrer tout un tas de gens en tournée à Paris, etc. On le garde en tête parce que c'est de là qu'en fait parle une des personnes qui va faire que. Entre-temps, moi, mes parents qui ont pris leur retraite ont décidé d'aller écouler des jours heureux pour leur retraite dans le sud de la France, à Orange. Ils y sont depuis 7-8 ans maintenant. D'accord. Et moi, en parallèle, je suis beaucoup dans le Vaucluse dans l'année,
parce que je vais chez mes parents, mais aussi parce que je joue dans beaucoup de théâtres de cette région, en plus de mes participations à Avignon. Donc j'ai un petit réseau qui se fait au fil des années. Je travaille avec plusieurs salles de théâtre, je rencontre plein de gens, donc j'ai une attache familiale et artistique. Évidemment. Ma mère est donc, qui est très férue de théâtre, s'engage l'année dernière dans ce théâtre du Sablier en tant que bénévole. C'est-à-dire que beaucoup de théâtres en région, faut pas l'oublier, ont certes des subventions, je parle des petits théâtres privés, mais ont besoin, j'allais dire, d'une aide de gens pour venir faire tout un tas de choses. Donc ma mère s'engage là-dedans. D'accord. Et donc nous, des liens avec le président du conseil d'administration du théâtre. Il se trouve que moi, ce théâtre, j'y ai joué avec ma compagnie il y a 3 ans, me semble-t-il. Donc je connais le lieu, j'aime beaucoup le lieu, je trouve très sympathique. Je connais la directrice artistique de l'époque, je connais l'endroit, etc. Mais ça s'arrête là, j'ai pas de lien plus que ça avec ce théâtre, juste d'y avoir posé mes valises une fois pour une représentation. Bref, et en fait, il se trouve que le président du conseil d'administration me connaît, mais que je ne le sais pas. Et c'est ma mère qui va faire le lien avec lui, puisqu'en fait, il se trouve que lui a défendu une pièce quelques années auparavant au festival de théâtre de Courchevel, où j'étais dans les 3 présidents de jury. D'accord. Donc on se connaît sans se connaître. On s'est déjà parlé, mais on ne sait pas qu'on se connaît. Enfin, on le sait, mais on ne s'est pas revu. Voilà. C'est drôle. Lui, du coup, fait le lien que je suis le fils de ma mère, pour faire simple. Et en fait, lui arrive à un moment où il dit, notre directrice artistique a décidé d'arrêter ses fonctions pour tout un tas de raisons. Voilà. On n'a plus de directeur artistique. Est-ce que c'est potentiellement quelque chose qui peut t'intéresser? Et moi, c'était pas du tout prévu dans la timeline. Hein. Et puis, je me dis, moi, je vais beaucoup à l'instinct. Des fois sans réfléchir, c'est pas bien. Mais là, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu quand même, et je me dis, écoute, laisse-moi le temps de mettre au propre une idée. Parce que je dis, je peux pas arriver sans rien. Puis surtout, on s'est rencontrés aussi parce que j'avais besoin de savoir comment ça fonctionnait. Avec de l'argent, sans argent, avec des subs, pas de subs, avec un soutien d'une fondation, du conseil régional, enfin, plein de choses à prendre en compte. Que fait ce théâtre? J'avoue aussi que je lui ai dit que je ne connaissais pas son passif plus que ça. Donc d'essayer aussi de recoller les morceaux. Je suis arrivé avec mon projet. Puis ça l'a fait. Puis ça s'est fait très vite. Et puis début août, c'était bon, allez, c'est parti. Allez, c'est plus que vite. C'est plus que fait. En fait, tout s'est fait en un mois. Et c'est ça, ce que j'allais dire. Du moment où toutes les rencontres se recollent, je livre mon projet, je le pense, je le rédige, je le mets en papier, il est présenté à tout un tas de gens décisionnaires. Ça se fait hyper vite. C'est le début. Donc là, moi, en fait, j'ai pris mes fonctions, mais officiellement, mon travail, enfin celui que le public va découvrir, ça sera à partir de janvier. Là, en gros, le théâtre finit sa programmation en cours jusqu'à décembre. En tout cas, moi, ma nouvelle égide, entre guillemets, c'est à partir de janvier. D'accord. Et en fait, puis on se rend compte, quand ça arrive, on est content. On se dit, une nouvelle aventure qui commence. Puis on se dit, en fait, j'ai 4 mois pour programmer une demi-saison. Et puis en fait, tout se fait assez... encore une fois, assez naturellement, parce que j'ai très vite su qui j'avais envie d'inviter. J'ai très vite su ce que j'avais envie de convoquer dans ce théâtre. Et les choses se font assez facilement. Mais encore une fois, parce que forcément, il y a une base de réseau qui est là. Donc, il y a des gens qui répondent à mon invitation assez facilement, et je les en remercie. Et puis, il y a le fait que le théâtre nous permet aujourd'hui d'accueillir dans de très belles conditions. Qui en plus sont, je trouve, qui vont dans le sens des artistes pour une fois, et des compagnies. Les compagnies ne ressortent pas sans argent, et ça c'est hyper important. Mais ça le permet, c'est aussi le mode de fonctionnement aujourd'hui qui le permet. J'espère qu'on va réussir à le faire perdurer dans le temps. Ça ne dépend pas que de notre bon vouloir, hein. Bien sûr. Et qu'on n'est pas dans des périodes faciles en ce moment à ce niveau-là, donc on va espérer que ça continue. En tout cas, puis je me dis qu'on est assez plein d'inventivité pour trouver d'autres solutions le jour où il faudra en trouver d'autres. Mais c'est une belle histoire. Maintenant, là, elle se concrétise en coulisses, puis elle va vraiment démarrer le 9 janvier prochain avec la présentation de saison et quasiment 16 spectacles qui arrivent. Donc voilà, il y a un peu d'excitation, un peu d'inconscience encore une fois, mais moi j'aime bien l'inconscience, que ça fait faire des choses un peu folles. Puis j'espère que ça va durer dans le temps et j'espère qu'on va emmener ce théâtre vers... parce qu'encore une fois, moi j'ai pris ce poste en me disant que j'avais envie d'être au service du public et de effectivement faire parler mes propres goûts
Mais ce que j'aime est de le faire découvrir. Mais j'oublie pas que je suis là aussi dans un but de rentabilité de la salle. Faut pas l'oublier. On reste des bons directeurs qui ont besoin de faire rentrer de l'argent, ne l'oublions pas, donc des chefs d'entreprise. Mais qu'on est aussi là, il faut pas l'oublier pour le public. Donc moi, mon intérêt aussi, connaissant le lieu, connaissant un peu le public qu'on peut amener dans ce lieu, de me dire, il faut qu'on leur donne des choses qui vont leur parler. Si on veut continuer à les fidéliser et surtout à faire rentrer de nouvelles têtes, c'est un peu tout l'enjeu que je me suis posé. Donc on verra. C'est la première fois qu'on te donne cette opportunité de diriger un lieu. Ouais. Oui. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait plein de choses. J'étais chargé de diffusion, j'étais responsable de programmation, j'ai fait plein de métiers connectés à ça. Mais le fait de me dire, tu vas gérer la ligne artistique en programmant entre guillemets ce que tu veux et en y amenant un savoir-faire, et une expérience, une idée aussi, des idées. Oui, c'est la première fois. Donc c'est pas un job facile parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut malgré tout convaincre et séduire parce qu'il y a des gens décisionnaires au-dessus. Mais c'est un exercice qui est hyper intéressant. Est-ce que tu t'es fait aider parce que ou t'as pris conseil auprès de personnes qui dirigent eux-mêmes un théâtre? J'échange avec tous les gens il y a des gens qui travaillent en permanent entre guillemets, que je pense qu'il est important de pas prendre le bébé et le jeter avec l'eau du bain. Je pense que l'idée même de faire ça va mener le projet à sa ruine. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps d'écouter tout le monde, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce qui leur a plu dans la manière de fonctionner d'avant? Qu'est-ce qui leur a moins plu? Est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait faire d'autres choses? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut garder des choses? Et encore une fois, c'est comme quand je monte un projet, j'essaie de faire un petit peu mon miel de tout ça. Et après de prendre des décisions aussi, parce que c'est aussi mon but. Mais je ne fais pas sans ça, au contraire, et je n'aurai aucun intérêt à dire non, je ne vous écoute pas. Je vais faire mon truc à ma sauce. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Évidemment. Effectivement, je vais trancher. Je vais peut-être aller à contre-courant de certaines choses, mais je ne vais pas faire table rase du passé en disant on efface l'ardoise et on recommence tout à zéro. C'est pas ça l'idée. On va garder plein de choses. On va essayer d'en amener des nouvelles. On va peut-être moderniser des choses. On va peut-être changer 2-3 idées. On va peut-être essayer et surtout de convoquer des genres qui n'avaient pas leur place encore dans ce théâtre à l'époque. Mais on fait pas une croix sur le passé et on repart à zéro. C'est pas possible. Puis ce lieu, il a une histoire et on doit respecter l'histoire du lieu aussi. Alors, justement, j'allais en venir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce théâtre? Alors, ce théâtre, il a été créé par un monsieur qui s'appelle Prosper Dys, qui nous a quittés quelques années. Sans rentrer dans trop de détails qui seraient très longs, Prosper Dys a fait partie des acteurs de ce qu'on a appelé la décentralisation. Pour résumer, la décentralisation, c'est ce mouvement 70-80 qui a amené l'idée de dire que Paris n'était pas le centre névralgique et culturel du monde, et de la France en particulier, et qu'il était peut-être temps que les agglomérations, quelle que soit leur taille, deviennent leur propre nourriture, c'est-à-dire de créer en région, donc la naissance des CDN notamment, et de tous les théâtres privés qu'il y a eu par la suite en région. Donc il a fait partie de ces acteurs-là, donc il fait partie de l'histoire ne serait-ce que du théâtre français, même à son échelle. Il a travaillé avec des gens très connus comme Jean Dasté. Et le théâtre a toujours perduré de cette manière-là. Après, il y a une autre directrice artistique qui s'appelle Carole Montagnier, à qui je succède. Et ce théâtre-là, il a aussi une particularité, c'est qu'il a comme beaucoup de théâtres de cette taille-là et de cette envergure-là en province le propose, il y a un volet atelier pour la jeunesse et les adultes. Donc, valoriser la pratique théâtrale. De manière pas forcément professionnelle, même très amateur, avec aussi tout un volet social. Il y a un engagement très fort dans cette ville d'Orange sur le social, en travaillant notamment dans ce qu'on appelle, alors je vais pas reprendre le jargon très compliqué qui parlera pas aux gens, mais en gros d'intervenir dans des banlieues dites sensibles, des populations défavorisées, en mettant la culture au centre de la balance et aussi de l'alphabétisation notamment. Et je trouve que c'est important. Et quel plus beau lieu qu'un théâtre, encore une fois, pour porter ces actions-là. J'avoue. C'est un théâtre de combien de places? Alors, il fait 50 places. Des fois, on pousse les murs. Alors, on a un très beau plateau pour un théâtre de 50 places. Très grand plateau. Donc ça, c'est génial parce que du coup, on s'amuse. Et ça permet aux compagnies de s'amuser aussi. Et de ne pas nous restreindre dans notre programmation parce que c'est souvent la problématique qu'on a,
notamment à Paris dans les petites salles de 50 places, c'est que les plateaux sont bon an mal an assez réduits, donc on est très limité dans ce qu'on peut y proposer. Nous, on a cette chance d'avoir un joli plateau qui est assez grand, encore très profond et assez large, donc on peut se permettre d'y faire plein de choses. Et les coulisses et tout. On a des super coulisses aménagées, très beau hall d'accueil. On préjuge pas que c'est un petit théâtre, mais avec des moyens logistiques assez grands et sympas pour le coup. Donc ça nous permet de nous amuser. Ce qui serait pas le cas si j'allais dire on avait un petit café-théâtre avec une petite scène de 2 mètres. Ce serait un peu limité. Là, on n'est pas limité. Et c'est ça qui est plutôt chouette, ce qui nous permet d'avoir dans la programmation qui va arriver, alors certes des seuls en scène, mais aussi des spectacles à 6-7 comédiens, donc ça c'est chouette. Ah oui, quand même, parce que c'est un plateau de combien de mètres carrés? Je vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on a plus de 5 mètres d'ouverture et plus de 7 mètres de profondeur, donc on commence à s'amuser quand même. Puis on peut le moduler comme on veut en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Et encore une fois, et c'est là aussi où on voit que le théâtre a été créé par un homme de théâtre. C'est que souvent les lieux qui sont créés par des gens de théâtre sont créés avec une intelligence artistique derrière. Souvent les théâtres, les lieux de spectacle qui sont créés juste dans les grandes villes par des urbanistes ou dans des lieux privés juste par des concepteurs de projets, ils ont oublié un peu l'axe artistique de la chose et on n'est pas dans des mises en place très pratiques. Et là, c'est pas le cas pour le coup. Je trouve que le théâtre est plutôt intelligemment fait à ce niveau-là, donc ça nous permet de faire plein de choses et de nous amuser pour le coup. Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter de nouveau? Déjà, moi, ça a été mon projet. Alors, ce théâtre, il a beaucoup joué sur le jeune public pendant très longtemps et sur alors, je vais mettre des guillemets parce que j'aime pas enfermer les mots, du théâtre engagé, ça veut dire notamment du théâtre de création, contemporain, avec toujours une dimension ou politique ou sociale ou en tout cas avec un message très fort. Voilà, je veux garder cette empreinte-là et dans la programmation que je suis en train d'instruire, on a encore des spectacles qui ont cette dimension-là et c'est important de le garder parce qu'il y a un socle de public qui est attaché. Moi, en revanche, j'ai envie que ce théâtre, on l'ouvre à tout le monde. Donc, ça a été mon souhait quand j'ai fait ma présentation de projet, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce théâtre, il est donc au service d'une population. Qu'est-ce que la population a envie de voir aujourd'hui? Elle a envie de voir de tout. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, on va ouvrir à tous les genres. Donc, dans ce théâtre, on va ramener déjà, on a ouvert la fenêtre de la programmation. Donc, il va y avoir du seul en scène, drôle ou pas drôle, du stand-up, du théâtre musical, du théâtre de répertoire, parce que c'est hyper important, de la création, de la jeune création. J'ai très envie, et je commence ça cette année déjà avec une compagnie, entre autres, de montrer le travail de jeunes compagnies et de les porter. Parce que les jeunes compagnies, quand elles ne sont ni subventionnées, quand elles n'ont pas toutes les armes qu'on connaît, c'est compliqué de montrer son travail dans de bonnes conditions. Donc j'ai un volet là-dessus que j'ai envie de défendre, de permettre à de très jeunes compagnies d'avoir des lieux où pouvoir essayer aussi, et de se planter peut-être, et en tout cas de présenter leurs projets. En fait, on est fermé à rien, et j'ai envie qu'on ne s'interdise rien. Après, on est bien sûr limité par tout un tas de choses qu'on connaît. Évidemment. Pas parler des sujets qui fâchent, mais je pense que ça serait une erreur de ne pas ouvrir. Et le deuxième volet qu'on va instruire dans ce théâtre, et c'était une volonté, et c'est ce qui m'a plu, c'est que du coup, ma compagnie devient résidente à l'année de ce théâtre, et qu'on devienne un lieu de création. Parce que ce n'était plus tout à fait le cas, il y avait encore des créations maison, mais en tout cas, le Sablier n'était pas identifié comme lieu de création permanent. Donc on commence dès cette année. Et tu peux rappeler les noms de ta compagnie? Alors, elle s'appelait Les Joyeux de la Couronne. Elle a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Le Courrier des Théâtres. Et maintenant, elle va s'appeler Le Courrier des Théâtres / Le Théâtre du Sablier. Et c'est qu'on devienne un lieu de création. Et parce que c'est important. On va pas se mentir, aussi un vecteur d'économie important. Et qu'on puisse aussi aller à la rencontre de gens dans le Sud et de valoriser aussi d'artistes locaux. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas que des comédiens à Paris, je tiens à le préciser. Et qu'on a plein de gens très talentueux en bas et qu'on va essayer de les mettre en valeur aussi. Bien sûr. Et qu'est-ce que d'après toi, pardon, je reformule mes pensées, d'après toi, quelle est la qualité première qu'il faut pour diriger du coup un théâtre? De l'organisation et de la méthode. Je pense qu'on ne peut pas arriver juste en disant... Parce que dans artistique, on a cette image de artiste, donc qui part dans tous les sens avec plein d'idées. Effectivement,
l'un ne va pas sans l'autre. En revanche, je pense que l'ordre et la méthode sont les choses les plus importantes. Donc, on arrive certes avec un projet artistique, donc un projet avec du désordre parce qu'on a plein d'idées et plein d'envies, et heureusement. Mais en même temps, moi, mon rôle, il est aussi d'arriver en disant, on va peut-être remettre certaines choses en place pour que ça tourne mieux, pour qu'on puisse aussi, l'idée c'est qu'on reste une association à but lucratif, je le rappelle, sûr. donc on doit drainer plus de public, on doit réussir malgré tout à faire rentrer plus de subventions, on doit asseoir une image, donc tout ça ne peut pas se faire sans méthode, on peut pas juste claquer des doigts et faire à la petite semaine, c'est pas possible, ça reste une entreprise, quelle que soit sa forme. Bien sûr. Donc, effectivement, ça demande un peu d'organisation. Moi, mon but, elle est d'amener l'art et l'organisation et surtout peut-être une expertise. Alors, c'est un bien grand mot, mais essayer de montrer qu'effectivement, peut-être en mettant des choses très simples en place, on va peut-être réussir en ayant une organisation différente. Je dis pas qu'elle sera meilleure, parce que ce serait très présomptueux. Juste en arrivant avec peut-être une méthode définie qu'on fera évoluer avec le temps, parce que c'est amené à bouger, peut-être de se dire on va réussir à faire d'autres choses et en même temps on va mettre cette méthode au service de l'artistique. Très beau ça, c'est très très beau. Est-ce que en avant-première, tu pourrais nous dire un peu des noms d'artistes que tu as contactés ou tu souhaites pour l'instant garder le secret? Je veux garder un peu de secret. En revanche, j'ai la chance d'avoir la confiance de gens qui ne seraient peut-être pas allés dans ce théâtre avant, ou qui ne seraient pas allés tout court dans un petit théâtre de 50 places. On peut même parler de tête d'affiche, donc je suis hyper content de gens qui m'ont fait confiance. Je pense que ça va être important. Je suis hyper content, encore une fois, d'accueillir des jeunes compagnies. J'ai pas pu le faire autant que je voulais sur cette saison qui est arrivée très vite. En revanche, ça va vraiment être mon fer de lance pour 2026-2027. J'ai très envie de mettre à l'honneur ce travail-là et de le valoriser. Mais j'ai envie de garder la surprise qu'on a des belles choses qui arrivent, mais de toute façon ça restera pas secret très longtemps. Je crois qu'on va essayer d'annoncer la programmation pour mi-novembre. Officiellement. Tout est en train de se caler. En revanche, je crois que si j'ai regardé encore tout à l'heure le tableau, parce qu'on est en train de faire de caler quelques dates, je suis juste content sur le papier d'un truc, c'est qu'il va y en avoir vraiment pour tout le monde. C'est super. Sur un temps finalement assez restreint, qui est la période janvier-juin. Et je me dis, ça c'est peut-être une première étape de franchie. Et puis ça va nous permettre de voir aussi ce qui plaît et ce qui plaît pas. Peut-être qu'on va se vautrer certaines choses. Et on en tirera les conséquences quand il faudra le faire. Mais en tout cas, j'aurais été fidèle au projet que j'ai proposé. Mais je suis content et j'ai déjà plein d'idées pour une saison complète à bâtir. Mais là, avec le peu de temps qu'il y a eu et la confiance des artistes que je remercie encore une fois d'avoir été présent et de répondre très vite, je suis hyper content de ce que j'ai programmé. Et je n'ai rien, surtout ma peur était de me dire j'ai avoir des trous à combler, je vais devoir faire les choses par dépit. Et je n'ai pas eu à le faire. Il n'y a pas un spectacle que j'ai programmé par dépit, ce qui nous arrive tous en tant que chargé de programmation, parce qu'encore une fois on a une boutique à faire tourner. Mais là je ne l'ai pas fait, malgré le peu de temps qu'il y avait, et j'en suis plutôt content du coup. Et voilà, il y en aura pour tout le monde. Trop bien. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer c'est quoi les conditions pour venir jouer chez toi? Bien sûr. Et également, je compléterai cette question en disant, est-ce que tu fais un appel à projet? Est-ce que c'est toi qui vas chercher les artistes? Est-ce que c'est eux qui viennent? Évidemment, mon but en tant que programmateur, et j'estime que c'est le boulot de tout programmateur, c'est pas d'attendre que la proposition attende dans la boîte mail. Alors certes, je suis attentif à tout ce que je reçois et je lis tout. Je fais pas du poubelle automatique. Bien loin de là, parce que je trouve qu'on doit respecter tout ce qu'on fait. Et puis moi, je l'ai vécu en tant que... Je connais d'autant plus l'horreur que c'est de ne jamais recevoir de réponse. Donc, je donne une réponse, qu'elle soit positive, négative ou en instance, mais je regarde tout ce qu'on m'envoie. En revanche, oui, venez. Venez proposer. Comment on fonctionne? Je pense qu'on a un joli fonctionnement pour une salle de cette taille-là. On est à l'avantage des artistes. Les artistes qui viennent chez nous touchent 70% des recettes, ce qui est quand même bien. Il n'y a pas de minimum garanti.
D'accord. Donc on repart avec de l'argent quoi qu'il arrive. Super. Et ce qui est plutôt bien pour une salle de cette taille-là, et je tiens à le dire parce que vraiment j'ai connu très peu de salles de cette taille-là où ça existait, nos petits artistes, on les loge, on les nourrit, et on paye leur transport et leur SACD. Ah ouais, Donc c'est des belles conditions. c'est des belles conditions pour Ah ouais. qui connaît l'économie fragile d'une salle de cette taille-là. Je confirme. J'espère qu'on va pouvoir la faire durer dans le temps, parce que pour nous aussi, ça reste une économie fragile. Bien sûr. Donc j'en appelle à tous les gens qui nous subventionnent et que je remercie, notamment le conseil régional, départemental et tous les acteurs privés, parce que sans eux, on ne pourrait pas proposer ces conditions-là. Parce qu'on le sait, la plupart du temps, c'est minimum garanti 50-50, et c'est pas l'avantage des compagnies. Non. Les compagnies récupèrent ce qui reste. Quand il reste quelque chose. Exactement. J'entends, c'est-à-dire jamais. Même quand un spectacle marche bien, il reste rarement grand-chose à la fin. Malheureusement. Mais on a de belles conditions, du coup. Alors évidemment, moi, mon rôle, il est de prioriser, entre guillemets, les artistes du Sud, parce que on est aussi là pour ça. En revanche, on a le droit, et on se donne le droit, et on va continuer de le faire, d'accueillir des spectacles de partout. Cette année, dans la programmation, j'ai des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent de Bretagne, j'ai un spectacle qui vient de Normandie, donc on ne s'interdit rien. Mais oui, que les gens viennent, au contraire, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, avec grand plaisir. Trop bien. J'avoue que c'est des très très belles conditions. Ouais. Trop bien. Et ça sera ma dernière question. J'aimerais savoir du coup si tu as d'autres projets, mais avec tes autres casquettes, c'est-à-dire que. Là, je repars en création pour le théâtre, mais pour le Festival d'Avignon l'année prochaine. Ouais. Puisque je recrée, alors c'est une pièce qui a déjà été créée par mes soins, mais que je recrée, qui s'appelle L'Empereur des Boulevards, qui est une pièce que j'ai écrite sur la vie de Georges Feydeau. D'accord. Qui s'est jouée plus de 200 fois. Mais là, on repart, on la remet en recréation, on va repartir de zéro. J'ai écrit une pièce que j'espère faire aboutir l'année prochaine. Et je suis en train, c'est quand même mis au Théâtre du Sablier, mais je suis en train de me pencher sur un projet jeune public, qui est un genre auquel je n'ai jamais touché, en tout cas en tant que porteur de projet. J'ai déjà été comédien dans du jeune public, mais je n'ai jamais été auteur, metteur en scène de jeune public. J'ai une petite idée là, donc je suis en train de la faire germer. D'accord. Puis on verra où elle va, et puis des projets, après il y a tellement de choses qui peuvent se passer, donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres, mais c'est déjà pas mal. Tu vois, pour l'année qui arrive, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est pas encore assez sûr pour en parler. Mais il y a des choses qui se mettent en place, et j'espère que ça va se concrétiser. Mais oui, puis j'ai envie de te dire merde en fait. Allez, on prend. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce bel échange. On te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle casquette qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Pour que 2026 soit que bénéfice et on espère. Voilà, que du bonheur pour ce beau projet. En tout cas, ça donne envie. Je trouve que c'est génial qu'une personne qui n'a que 37 ans arrive à cette direction et qui puisse justement donner un petit coup de fouet et aider notamment les jeunes compagnies, parce que c'est rare malheureusement que les théâtres fassent cette aide, et je trouve ça honorifique de ta part de le faire. Donc bravo. Merci beaucoup. Et encore félicitations pour ce magnifique poste. Si j'ai l'occasion évidemment de venir à Orange, je te ferai un petit coucou. Mais venez. Et en tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup, à toi, Olivier, pour l'enregistrement de ce 22e épisode des Théâtreux. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!